Et qu'est-ce qui t'a Moi, qu'est-ce qui me Qu'est-ce qui déplaît t'a dans le refroidi film? un En petit peu fait, je vois à quel point le film a un dispositif scénaristique très développé, très poussé pour être vraiment un réseau de symboles. C'est-à-dire cette idée de la tour, de la création, de la pierre, de l'idée. Et je vais repartir d'un peu plus loin pour Ouais. contextualiser tous les symboles. En fait, c'est un film sur la création d'art pour surpasser le deuil, pour surpasser les pensées morbides et pour survivre en fait tout simplement. Et le personnage de Miyazaki est très proche, enfin le personnage, c'est-à-dire Miyazaki lui-même, est très proche de son personnage Maito. Et qu'est-ce que c'est que avoir une mère qui est souffrante, avoir un père qui est tout le temps au travail, et lui qui va s'échapper dans des mondes différents pour essayer de penser à autre chose, de vivre. Là, dans ce film-là, on a ce personnage qui crée littéralement une tour, qui crée plein de portes qui sont tout d'autant d'univers, de films différents, dans lesquels il doit, avec cette sorte de structure de pierre, de petit agencement, faire que les choses soient cohérentes, faire Qu'elles tiennent ensemble. qu'elles tiennent ensemble, debout, tout à fait, ça. qu'elles tiennent debout. Et on a donc dans le film la découverte de plusieurs univers différents sans jamais vraiment avoir le temps de s'y intéresser ou de s'y approfondir, juste pour montrer le fait qu'il y ait différents univers, le rapport entre le vrai monde et le monde de fiction. Typiquement le fait que la fille qui s'incarne dans le feu dans le monde de la fiction soit une représentation allégorique de sa mère. C'est la même chose que dans un film créer un personnage qui est une représentation de quelqu'un de notre vie. Et donc le film fonctionne comme ça par un réseau de symboles, mais j'ai l'impression qu'au-delà du réseau de symboles, on n'a pas d'histoire, quoi. On n'a pas de personnage, on n'a pas d'univers, alors que d'habitude, la force de Miyazaki, moi ce que j'adore chez lui, c'est cette idée-là de rentrer dans un nouvel univers, accompagner, découvrir des personnages qui vont être hyper puissants. Et dans tous ces films, on a toujours des personnages très 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 identifiables, avec des fortes personnalités. Je pense aux personnages du Château dans le ciel, souvent des vieilles sorcières ou des vieilles femmes un peu puissantes. Mais il faut dire que le film a une structure un petit peu Vous le trouvez évasif à la Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire on avance dans ce Oui. monde, on découvre de plus en plus des sortes un peu de recoins, et à chaque fois on découvre de nouvelles règles qui s'appliquent, de nouveaux personnages, de nouveaux types de créatures, et il y a cette idée un peu comme ça de progression, même s'il y a une sorte d'objectif qui est un peu un prétexte qui est donné à Maito. Il cherche quelqu'un, mais finalement voilà, on a la sensation que c'est surtout une succession un petit peu de C'est une aventure, séquences. ouais. Alors que typiquement dans Chihiro, qui est pour moi c'est mon film Miyazaki préféré, mais au-delà de ça, je trouve qu'ils se correspondent très bien, parce qu'il y a cette idée-là d'un personnage du monde entre guillemets réel qui découvre un nouvel univers et qui va en apprendre les codes, les lois, les systèmes, les personnages qui font marcher l'ensemble. Et dans Chihiro, il y a vraiment beaucoup de temps qui est dédié à ça. Dédié à la compréhension de l'univers et à la découverte de ces personnages. Même quand ils ne parlent pas, ou que ils n'ont pas d'incarnation d'incarnation de parole. Typiquement, j'ai oublié le nom de cette créature noire dans Chihiro qui va tout dévorer. Moi aussi. Mais on a le temps de découvrir ce personnage, de découvrir quelles sont ses tristesses, d'où il vient, etc. Mais la différence peut-être entre Chihiro et ce film, c'est que dans Chihiro, elle est enfermée dans un hôtel, dans un lieu précis, qui va être le théâtre de plusieurs péripéties, mais dont elle va comprendre, oui, comme tu dis, le fonctionnement, etc. Ici, on est dans une... je trouve que ta référence à Alice au Pays des Merveilles, évidemment qu'elle a toujours été là dans les Miyazaki, et puis dans cette idée d'aller de l'autre côté du miroir. Mais là, évidemment, qu'on est beaucoup plus visiblement dans l'aventure, dans le passage d'un monde à l'autre, et puis le nombre de portes, de couloirs qu'on peut observer. C'est vrai que c'est dans ce cas-là, spécifique. Je le rapprocherais peut-être plus au Château Ambulant, qui a aussi une dynamique d'aventure et de voyage. Je pense aussi, pour moi, c'est le rapprochement que je ferais le plus, plus facilement pour essayer d'articuler une pensée, de voir ce qu'il fait de nouveau. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu... on a l'impression d'être toujours dans des espaces un peu transitionnels, c'est-à-dire même à un moment, on explore une tour qu'on a vue de l'extérieur, qui semble très identifiée, et au raccord d'après, on se retrouve dans des tunnels de la tour qui sont dans une esthétique qui est complètement différente en fait, de ce qu'on a vu avant. Donc cette idée un petit peu de découverte perpétuelle, et en même temps, un peu la sensation que le film se dérobe un peu à nous à chaque fois. Après, je suis pas quelqu'un qui connaît très bien Miyazaki, c'est pas du tout un cinéaste avec lequel je suis... familier. Ouais, familier, en tout cas, c'est pas des films qui me parlent spécialement, mais j'ai l'impression que cette dimension un petit peu aventurière, elle est pas
spécifique à ce film-ci en fait. Moi je trouve qu'il y a quand même un petit peu une sorte de nature dans ces films, de fonctionnement, qui consiste à d'abord faire se produire des événements, créer des surgissements d'animation, de personnages, de péripéties, et ensuite dans un second temps venir presque penser venir expliquer créer une cohérence exactement, pour justifier ce qu'on vient de voir là. Typiquement dans ce film-ci, il y a une séquence avec les petits warawara qui sont les espèces de petites créatures baudruches qu'on voit à l'instant, qu'on voit exactement maintenant à l'image, et donc il y a toute une scène où ils se font attaquer, ensuite un autre personnage arrive pour les délivrer, etc. On comprend pas exactement ce qui se passe, et après que cette scène se soit produite, donc on a vu des flammes, des rayons, des choses comme ça. Le personnage qui à ce moment-là accompagne le garçon va lui expliquer en fait c'est parce que ceci, cela, etc. Et moi j'ai l'impression que c'est une dynamique qui globalement fait que j'ai beaucoup de mal à m'accrocher à ces films, parce que je suis jamais j'ai jamais l'impression de comprendre totalement les règles de l'univers. Enfin, comme il n'y a pas cette idée de presque de c'est bête à dire, mais presque de satisfaction de se dire ah mais je savais que c'était possible, donc quand ça se produit je le comprends. Là j'ai l'impression qu'il faut d'abord se permettre un peu de ressentir sans saisir exactement ce qui se joue. D'ailleurs, c'est presque professé à un moment quand Meito entre découvre ce nouvel univers, il tombe sur un portail qui dit ceux qui essaient de comprendre périront, une phrase un petit peu similaire qui, à mon sens, n'est jamais de très bon augure dans un film. N'essayez pas trop de comprendre. Bah, c'est grossièrement Nolan, quoi. C'est ça, ouais. Et dans Tenet, c'est littéralement ce qu'un des personnages dit. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai l'impression que cette dynamique-là, finalement, qui fait que ce film-là peut paraître un petit peu complexe, ou en fait pousse au déchiffrement, quoi. Mais je pense que ça correspond tout à fait à la façon dont Miyazaki construit ses films, c'est-à-dire pas en établissant d'abord des règles d'univers comme une bible de jeu de rôle, mais plutôt en travaillant d'abord par surgissement d'animation, en fait. Mais justement, je suis pas vraiment d'accord avec toi sur ce point-là. J'ai pas l'impression que il y a une forme d'abord de l'action et ensuite de l'univers. Pour moi, c'est toujours quelque chose qui a coexisté chez lui, plutôt même de l'établissement d'un univers et ensuite à l'intérieur des surgissements d'événements, de personnages, de nouveautés. Moi, le Château ambulant, c'est un film, je trouve, très difficile à comprendre, à mesurer la portée de ce qui se déroule, en fait. Et je trouve que tous ces films fonctionnent à des degrés différents, en tout cas tous ceux que j'ai vus, fonctionnent un peu sur ce principe-là, quoi. En tout cas, ça m'a pas surpris dans Le Garçon et le Mais tu dis ça comme s'il se rattrapait, comme si il était... comme s'il lançait quelque chose et qu'ensuite il devait l'expliquer. Un récit rationnel, mais qu'il voulait pas, et que d'abord il commençait par des idées et qu'ensuite il essayait de les rationaliser. Moi je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que il faut toujours, je pense... Pas de les rationaliser, mais disons de les faire entrer dans une toile un petit peu générale, quoi. Oui, évidemment, mais je pense que son travail, ça a toujours été un travail à la fois d'exploration et puis évidemment de cohérence, mais ça c'est le travail de toute personne qui essaie de construire un récit et de faire commencer et terminer une histoire. Mais évidemment que la matière centrale de ces histoires, ça a toujours été la rêverie, parfois plus que d'autres. Et pour le Château ambulant, pour moi, qui est probablement je pense le Miyazaki que j'aime le plus, justement pour cet aspect-là. C'est marrant, moi c'est celui que j'aime le moins. Bah oui, bah voilà, mais c'est parce que moi ce qui me touche le plus, je pense, dans ces films, c'est cette capacité pas à rêver exactement, parce que on n'est ni dans le rêve ni dans la réalité, on est dans la rêverie, c'est dans le voyage. Et pour moi, il n'est pas toujours dans la rationalisation des choses, et la preuve en est évidemment cet écriteau qui veut pas dire je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille, mais qui veut dire laisse-toi porter de manière comme ça, comme une barque au début du film vers un monde qui advient. Laisse-toi porter presque psychiquement vers une épreuve, bon là qui est l'épreuve. Moi je pense que c'est plutôt effectivement cette dimension un petit peu de mise en abîme qui m'a le plus intéressé finalement dans le film. L'idée un peu de ce créateur qui aurait qui essaie de faire tenir un peu tant bien que mal un édifice qui a un peu trop de pièces, qui commence à être un petit peu imbriquées les unes dans les autres, etc. Qui d'ailleurs à la fin se fait dépasser par ses propres créations. Tout à fait, ouais, bien sûr. Et voilà, qui correspond avec cette idée que ça pourrait être un film somme de Miyazaki, dans le sens où on a une figure de conteur et que les portes qui correspondent à ces contes sont multiples et infinies. Et autant de films qu'il a fait, et autant de films qu'il aurait pu faire. Oui, d'accord. Mais c'est peut-être aller un peu loin sur cette question. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le film met en scène clairement une sorte de saturation à un moment
d'univers, de monde, de vie, quoi, qui commence à aller... cette idée apocalyptique, je crois qu'elle est pas toujours présente dans ces films. On est allé au bout de quelque chose. Et... de conceptualiser que le film tient un peu tant bien que mal, quoi. Presque ça existe. Le statut du film existe presque depuis l'intérieur de la fiction aussi, quoi. Oui, mais ça tient aussi de la personnalité de Miyazaki lui-même, qui est quelqu'un qui est connu pour être tout le temps dans le doute, tout le temps se remettre en question, se dire que ce qu'il est en train de faire est pas bien. Et je pense qu'il y a de ça dans l'idée de mettre des pierres les unes sur les autres et de les faire tenir tant bien que mal. Au-delà du doute, c'est encore, j'y reviens, mais le propre de la rêverie d'être entre deux choses, entre deux réponses, entre deux mondes. Mais je pense que ce dont tu parles, c'est ce qui m'a le plus séduit en termes vraiment plastique d'animation, quoi. C'est cette capacité qui est en fait assez propre. C'est magnifique. C'est très très beau. Il y a des séquences extraordinaires. La séquence d'introduction est... La séquence d'introduction est clairement, je pense, le sommet en termes de pure folie visuelle. Mais moi, j'aime bien cette idée que l'animation, un peu comme les effets spéciaux numériques d'ailleurs, permet la transfiguration un peu des choses qui passent d'un état à l'autre. Et notamment sur ce que tu disais de ne pas faire de distinction stricte entre rêve, réalité, etc. Oui. En fait, ça permet... Il y a une séquence assez belle où Mahito s'imagine dans un lac et par un effet de transition visuelle, il se retrouve en fait dans son lit en train de rêver. Il y a beaucoup de choses comme ça, un peu sur la duplicité des formes qui est permise par l'animation et que je trouve pour le coup assez belle, même sur la figure du héron lui-même, qui est toujours un petit peu entre le héron et autre chose. Et voilà, il y a des phases un peu d'aller-retour entre les deux. C'est une ambiguïté, c'est presque, comment dire, moi ce que je trouve phénoménal, c'est que c'est pas un spirituel... Miyazaki, enfin si c'est un spirituel, mais carrément un spirituel. Je veux dire que c'est pas un idéaliste au sens propre. Oui, et ça, tout à fait. Ce qu'il y a de magnifique, c'est que faut pas non plus philosopher sur ce qu'il raconte, mais sur ce qu'il fait en tout cas, c'est vraiment donner de la matière aux choses qui se situent entre le réel et le mental, quoi. C'est donner de la matière autant aux choses du rêve qu'aux choses du réel. Ce qui fait qu'il fait exister ces zones d'entre. Je sais pas comment dire autrement, mais il fait exister des personnages dans des situations de métamorphose constante, quoi. Et c'est il y a ce caractère un peu transitionnel, c'est-à-dire qu'au moment où on nous présente un élément, il est quasiment déjà passé, quoi. Exactement. En fait, il est purement c'est purement un animateur, parce que c'est vraiment la question de la transformation et du passage d'un état à un autre qui l'intéresse, quoi. Mais d'ailleurs, je trouve que dans le film, il y a une question qui est posée par la mise en scène, qui est souvent dans la mise en scène de l'animation, surtout quand elle est faite à la main, on part d'un plan fixe, d'un plan d'un arrière-fond que l'on peint ou que l'on dessine, et ensuite on met les personnages à l'avant-plan, au premier plan, et on les fait se mouvoir. Et là, dans le film, il y a beaucoup de jeux, justement, sur une image fixe qui va être mise en mouvement par... l'avènement de certaines choses. Typiquement, le premier plan de l'apparition du héron qui est dans la bande-annonce, qui est ce plan-là, on les voit arriver du fond du plan, ils avancent, et le plan reste fixe, et c'est l'arrivée de l'oiseau qui va créer un panoramique dans le plan.